Ça nous fait plaisir une fois de plus de vous retrouver pour cette discussion Ceci vu d'Afrique. On commence à prendre l'habitude et c'est vraiment très agréable de vous retrouver assez régulièrement pour échanger. Alors, comme vous le savez, c'est Dédi Bilamba. Je représente le Festival Vue d'Afrique. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans le cadre de ces échanges avec le Ceci. Donc, pour la deuxième année consécutive, le Ceci est le Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Donc, on organise une série de webinaires dans le cadre de la participation du Ceci en tant que partenaire et surtout parrain de la catégorie Agir pour l'égalité. On rappelle aussi que ces échanges et ce partenariat est rendu possible par Affaires mondiales Canada. Donc, Agir pour l'égalité, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est une catégorie spécifique à l'intérieur du Festival de cinéma d'Afrique qui sera consacrée aux films qui illustrent des initiatives portées par des femmes et des hommes qui luttent au quotidien pour un monde plus égalitaire. Le prix de cette catégorie, donc il y aura un prix du jury. Et cette année, innovation, il y aura un prix du public, donc sera attribué par le Ceci lors de la cérémonie de clôture du festival, donc le 10 avril 2022. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du 8 mars, donc le célèbre 8 mars, qui est la Journée internationale du droit des femmes. Et nous aurons un bel échange sur la thématique, en fait, de l'environnement, des changements climatiques. Et donc, le thème, c'est femmes actrices clés dans la résilience et l'action climatique. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la région de l'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement le Sénégal. Vue d'Afrique oblige, la particularité, c'est que dans nos échanges, on fait se rencontrer deux univers. Donc, on va avoir la chance d'avoir deux intervenants terrain du Ceci qui sont au Sénégal et une productrice réalisatrice qui s'appelle Charlie Feynman. Alors, Charlie, bonjour Charlie. Charlie, en fait, est une scénariste, productrice et réalisatrice de documentaires qui est basée à Londres, au Royaume-Uni, mais aussi à Montréal, au Vietnam, à Hong Kong et en Inde et à Singapour. Justement, Charlie a produit le long métrage documentaire primé La Grande Muraille Verte en collaboration avec le réalisateur Jared Scott et comme protagoniste principale la chanteuse et militante Ina Moja. Bonjour Charlie. Bonjour Dédé, bonjour tout le monde. Bonjour, alors je pense que tout le monde se rappelle de la Grande Muraille Verte qui était programmée l'an dernier au Festival Vue d'Afrique, qui a eu un bel écho. Et on aura l'occasion justement d'en discuter car le sujet est fort à propos. Alors, du côté du Ceci, nous avons deux intervenants terrain qui sont actuellement au Sénégal. Félicitations encore au Lion de la Teranga pour la victoire à la CAN. Donc, on a Laïti Ndiaye, qui est sociologue et organisatrice communautaire avec plus de 10 ans d'expérience en recherche, formation, plaidoyer, renforcement de capacités et gestion de projets au Sénégal et au Canada. Donc, elle est impliquée au Ceci depuis septembre 2020. Donc, Laïti est également chargée de cours et ses enseignements sont centrés sur les théories critiques du développement, les mouvements féministes et les mouvements antiracistes et anticoloniaux. Bonjour Laïti. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour l'aider. C'est un grand plaisir. Et avec toi au Sénégal, sur le terrain, donc on a Aïssatou Faye Sow. Donc Aïssatou est conseillère en environnement et en adaptation au changement climatique au Ceci. Donc tu vas nous aider un petit peu à bien comprendre tous ces concepts dont on va parler aujourd'hui. Donc Aïssatou, en fait, elle croit profondément aux femmes comme actrices clés de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, elle explique que développer leur résilience a un effet direct important sur leur autonomisation personnelle, mais aussi sur celui de leur communauté. Augmenter le leadership des femmes participe à leur autonomisation, tout comme à une meilleure préservation de l'environnement. Donc, c'est avec vous que nous allons pouvoir commencer la discussion. Donc, merci beaucoup de votre présence. Aïssatou, comment ça va? Ça va très bien, Bon, merci. excellent. J'ai envie de t'appeler Aïssat parce que j'ai beaucoup d'amis d'enfance que j'appelais Aïssat, donc je vais rester formel. Donc, avant de commencer un petit peu nos échanges, on a vu dans le cadre que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a sorti récemment un rapport assez technique mais très intéressant. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet qui justement parle des femmes et du changement climatique, justement, Aïssata, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ce rapport du GIEC, donc groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat? Oui, bon, en fait,
ce groupe d'experts, il faut savoir que c'est les scientifiques en fait qui élaborent les documents ou la documentation par rapport à l'évolution du climat. Donc, dans ce rapport-là, ils ont sorti plusieurs, en fait, plusieurs. Enfin, dans le dernier rapport, ils sont revenus sur plusieurs faits, sur plusieurs conséquences du changement climatique dans le monde. Et il y a des états de fait qui ont été fixés, c'est-à-dire que le rapport insiste sur l'impact de l'homme, de l'activité de l'homme sur le changement climatique. Donc, il est établi aujourd'hui qu'on est à 100% sûr aujourd'hui que les changements climatiques sont dus à l'activité humaine. Donc, il y a d'autres types de causes qui sont, par exemple, les éruptions volcaniques, etc., c'est-à-dire des causes naturelles, on les a complètement éliminées, qui n'agissent pas du tout dans le réchauffement climatique. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on connaît comme changement climatique est le résultat de l'activité humaine. Voilà. Aussi, ce qu'on peut retenir de ce rapport-là, c'est qu'aujourd'hui, aucune région du monde n'est à l'abri des impacts des changements climatiques. On les ressent partout où on est sur le globe. Et que les personnes les plus vulnérables de la société sont en première ligne de cette crise. Donc, ces personnes les plus vulnérables, c'est les peuples autochtones, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, c'est les femmes et les jeunes filles, c'est les personnes handicapées, et que la solution même à la lutte contre les changements climatiques, ce serait de donner la priorité à la justice climatique et sociale. Voilà en bref ce que le rapport dit. Mais il revient beaucoup sur un état des lieux, en fait, par exemple le réchauffement de plus de 1,5 degrés qui est prévu d'ici 2030, etc. Mais bon, ça, on le sait tous, mais voilà, c'est ce qu'on peut retenir du rapport. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, la thématique aujourd'hui, c'est femmes actrices clés de la résilience thématique. Et donc, par rapport à cette résilience, justement, malheureusement, ça implique parfois des inégalités. Donc, Laïti, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous parler de certains enjeux d'inégalité de genre qui seraient liés directement au changement climatique en Afrique, donc plus particulièrement au Sénégal, que tu vois? Est-ce que tu as pu identifier quelques enjeux, nous partager auprès des personnes auprès desquelles tu interviens sur le terrain? Super, merci beaucoup. En fait, c'est un portrait général qu'on peut donner, et je pense qu'il n'affecte pas seulement le Sénégal. C'est toutes ces questions d'insécurité alimentaire qui vont prioritairement affecter les femmes et leurs enfants. La question du manque d'eau, parce on sait qu'elles sont responsables d'aller en chercher et en ramener avec le temps que ça prend, la pénibilité du travail, etc. Toutes ces questions d'avoir accès finalement à moins de terres fertiles, parce que les femmes n'étant pas prioritaires ni priorisées dans la distribution des terres, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'il y a des difficultés telles que justement, tout à l'heure on discutait justement avec Aïssatou, et puis je disais c'était quoi le stress sur la terre en tant que telle. Et donc oui, lorsqu'il y a ce genre de difficultés-là qui rend les terres moins fertiles, ça va être les hommes qui vont récupérer les meilleures terres, bien entendu, puisque c'est eux qui les contrôlent et qui y ont accès prioritairement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire rapidement. Mais ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est de voir comment tout ça vient se regrouper, en fait, et comment on va se retrouver à l'intersection de plusieurs difficultés. Donc, comment justement le fait d'aller à plusieurs kilomètres du village va causer plus d'insécurité pour les femmes, pour les corps des femmes, et les exposer à plus de violence. Comment l'insécurité alimentaire et la pauvreté va causer moins d'autonomie, en tout cas là on parle de tout ce qui est monétaire, et donc apporter davantage de dépendance dans un système qui n'est pas toujours, pas nécessairement favorable. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. D'accord, excellent, excellent. Mais tu n'hésites pas, si tu as des exemples, des anecdotes de personnes
pour nous expliquer la manière justement qu'elles font pour pallier à ces réalités. Et on a vraiment hâte de savoir de manière concrète comment leur leadership justement permettrait de changer certaines choses. Merci beaucoup. Alors, on a compris, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que lorsqu'on parle de changement climatique, souvent on a l'idée effectivement que ça affecte la nature, mais on a du mal parfois à faire le lien directement avec certaines situations d'inégalité, de difficultés vécues dans le quotidien. Et justement, là, j'aurais une question pour Charlie. Est-ce que, Charlie, tu pourrais nous parler, dans le cadre du documentaire, donc, du film La Grande Muraille Verte, on remarque que le film, en fait, met l'accent sur l'impact des changements climatiques, sur la résurgence des conflits, d'accord? Et l'aspect notamment sur les jeunes filles et, par exemple, leur accès à l'éducation, etc., parce qu'elles sont obligées de se déplacer, etc. Dans le film, il y a une jeune fille très, très inspirante qui a 14 ans, qui s'appelle Fatima et qui se projette comme une activiste. Euh, en produisant ce film, qu'est-ce que t'a inspiré un personnage comme la jeune Fatima? Et est-ce que justement, en parlant de changement climatique, tu t'attendais à découvrir des personnages comme cette jeune fille qui en sont impactés parce que les violences dues au changement climatique les impactent directement? Qu'est-ce que t'a inspiré une jeune fille comme Fatima? Il y a tellement à dire sur cette jeune fille Fatima dans le documentaire. Je pense que, comme Laïti a dit tout à l'heure, on a voulu vraiment souligner l'intersection de différents thèmes, donc liés au développement durable, mais aussi liés donc au conflit, à l'impact sur les femmes, sur les enfants, etc. Et Laïti, quelque part, elle résume un peu l'impact. Non, en fait, c'est pas qu'elle résume. En fait, tout ça. Il y a une certaine charge mentale qui vient avec tout ce conflit, tout le poids du développement durable qui fait qu'il y a quelque part un impact psychologique qui fait qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui sentaient qu'il n'y avait pas d'espoir dans l'avenir, qu'ils sentaient que le futur, il était ailleurs, qu'il fallait partir vers l'Europe, par exemple. Donc, on a beaucoup parlé de migration, etc. Et quelqu'un comme Fatima, c'est une jeune femme qui a quand même vécu l'impact direct du changement climatique. Elle vient de la région de Maïdaguri, donc au Nigeria, où justement le Lake Tchad a perdu 90% de sa taille. Donc, il y a un conflit de ressources, donc il y a énormément de violence avec Boko Haram. Et donc, elle se retrouve orpheline à la fin et elle se retrouve à cette école qui a été fondée par une femme qui s'appelle Aïcha Zana et son père qui s'appelle Zana. Donc, il y a cette école qui, justement, prend des orphelins du conflit, de tous les côtés du conflit pour donner de l'espoir et pour donner des opportunités pour l'avenir. Et donc, cette petite Fatima, elle représente cet espoir, elle représente ces opportunités, elle représente la victoire contre cet impact psychologique que peuvent avoir toutes ces problématiques dans la région. Et pour nous, c'était tellement symbolique. Et comme vous pouvez le voir dans le film, Inamoja était vraiment très touchée par sa résilience et par son approche à son avenir. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu explorer aussi avec le thème de la Grande Muraille Verte, qui est finalement devenu quelque chose de beaucoup plus symbolique que la Grande Muraille Verte elle-même. L'initiative, elle existe, on est à 15% du projet final, mais finalement, qu'est-ce qu'est la Grande Muraille Verte? C'est oser rêver, c'est oser penser à son avenir à une grande échelle et avoir vraiment des gros projets pour l'avenir. Et pour une jeunesse, ça, c'est vraiment priceless. Et donc, c'est ce qu'elle représente, Fatima, pour nous. Excellent, excellent. Oui, c'est vraiment une jeune fille formidable et sa camarade Awa aussi, très, très touchant. On invite Oui. vraiment à tout le monde à essayer de voir le film. Parfait. Alors, j'ai une question justement à Essatou et Laïti, justement. Est-ce que, par rapport à ce dont vient de parler Charlie, est-ce que ça vous rappelle des exemples de projets, d'initiatives que vous avez pu rencontrer
sur le terrain dans votre travail et en quoi l'approche de ceci, justement, de positionner les femmes comme actrices clés de la résilience, de l'action climatique, permet d'apporter des solutions. Donc ça, c'est pour vous deux. Je voudrais ajouter une question aussi, là, une question plus personnelle. Je voudrais savoir comment est perçu votre travail sur le terrain. Sur le terrain, lorsque vous faites ces interventions-là, est-ce que les femmes et les hommes autour de vous se disent que ça ne va jamais changer ou bien, voilà, comment est perçu votre travail? Donc, voilà. Donc, j'ai mis deux questions là. Donc, la première, c'est est-ce qu'il y a des exemples par rapport à ce que Charlie a décrit, des exemples de projets, ça ressemble à des initiatives que vous menez sur le terrain? Est-ce que l'approche du ceci a un impact et comment est perçu justement votre travail par la population sur le terrain? Donc, l'IT, par exemple. Je vais commencer. Ok, parfait. Alors, ce que je vais dire n'est pas directement en lien avec ce que Charlie a exposé comme par rapport aux zones de guerre, etc. Parce qu'on agit dans des zones où ce n'est pas le contexte qui sévit. Mais la Grande Muraille verte part de Dakar à Djibouti. Donc, de Dakar, c'est trop dire, ça part de Saint-Louis, on va dire, du nord du Sénégal à Djibouti. Alors, on a des projets qui se déroulent dans la même zone que la Grande Muraille verte au Sénégal. On a l'exemple du projet GIR, qui est Jardin intégré de résilience. En fait, c'est un projet qui vise à renforcer les capacités des productrices et des producteurs au nord du Sénégal, dans un village, j'ai oublié le nom du village, à Matam. Et en fait, ils visent les femmes et les jeunes femmes. On vise à accroître leur résilience et leur adaptation au changement climatique. Et comme je l'ai dit, la zone d'intervention est la même que celle de la Muraille verte au nord du Sénégal. Et dans ce projet-là, on a visé plus de 200 personnes, dont 130 femmes qui sont mobilisées pour mettre sur pied un jardin productif qui va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et la malnutrition dans une zone qui est affectée par la désertification, la dégradation des terres et les changements climatiques en général. Et aujourd'hui, grâce à ce projet-là, on a une plateforme maraîchère de 3 hectares qui permet une production de légumes destinés à la consommation, et l'excès est destiné à la commercialisation. Donc, comme résultat, on a eu 218 ménages dans ce projet-là, 218 ménages du village même, qui profitent directement des produits cultivés par le jardin. Et le projet a tellement bien fonctionné, a tellement eu et allait même au-delà des répercussions qu'on visait, qu'il y a 110 ménages aux alentours du village même qui bénéficient indirectement des retombées du village, du jardin. Donc, ça a très, très, très bien fonctionné. Et on s'est rendu compte que les femmes ont tellement produit que ça dépasse même les besoins culinaires. Elles en vendent et ça constitue en fait de l'épargne et des revenus pour elles-mêmes. Donc, je ne sais pas si ça répond aux deux questions ou est-ce que tu peux répéter la deuxième question? En fait, merci beaucoup, Satou. C'est vraiment intéressant parce que tu me donnes des éléments très, très précis. C'est vraiment très inspirant. Non, la deuxième question, c'est de savoir comment votre travail est perçu sur le terrain, en fait. Est-ce que, comment la population, les populations auprès desquelles vous intervenez se l'approprient? Est-ce que on n'y arrivera jamais, rien ne va changer, ou bien tu sens que les gens s'approprient votre travail sur le terrain? Pour revenir un peu sur... en fait, avant d'installer le projet, c'était un peu compliqué parce que, en fait, le village est un peu spécial car ils ont en fait, c'est un village qui est dirigé par une famille maraboutique qui a la main sur la production agricole, sur les ressources en eau, etc. Donc, c'était très compliqué au début de les emmener à participer au projet parce que ça enlevait la mainmise qu'ils avaient sur la population. C'est comme si le village était leur propre entreprise. Donc, ça a été un peu difficile au début
de les emmener à participer au projet. Mais une fois qu'ils ont vu que c'était très bénéfique pour eux, les autres villageois autour, eux-mêmes veulent actuellement une deuxième phase, une troisième phase du projet parce qu'ils se sont rendus compte que leur revenu augmentait, que les femmes étaient beaucoup plus autonomes financièrement, que les problèmes de malnutrition se réglaient et voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde est enclin à une deuxième phase, à une troisième phase, parce qu'on est même en train pour soulager les femmes, justement, vu que c'est elles qui gèrent les plateformes maraîchères, on est en train de leur installer du solaire afin de diminuer la charge de travail, la pénibilité du travail. Donc, ce n'est que positif et bénéfique pour eux. Excellent, excellent. L'acceptabilité du projet. Excellent, excellent. Laïti, je suis curieux de savoir, est-ce que dans le cadre de tes interventions sur le terrain, tu as pu observer des changements de comportement de la part des hommes? On parle souvent de l'importance de cette masculinité positive pour y contribuer. Est-ce que tu as pu observer ça, certains changements de comportement, certains changements de perception dans le cadre des actions que vous mettez avec le souci? En fait, moi, justement, je vais prendre l'exemple d'un projet où j'ai eu vraiment le privilège, dans lequel j'ai eu le privilège d'être pendant presque une année dans le sud du pays. C'est à Kolda. En fait, le projet couvre Kolda, Sédhiou et Tambacounda. Il s'agit du projet phare Femmes Agriculture Résiliente. Mais c'est important aujourd'hui, hein, justement, parce que quand on a discuté du thème de l'événement, je sais qu'il y avait justement l'idée d'insister sur l'action, sur le fait que les femmes sont centrales dans ces réponses-là au changement climatique, parce qu'elles ont les solutions, peut-être qu'elles ont besoin de soutien, mais il y avait des solutions qui étaient là. Et une des choses que le projet phare fait brillamment, c'est s'inspirer des solutions qui sont là, justement en impliquant les femmes dans l'identification de solutions innovantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire co-construire des réponses à partir de ce qu'elles avaient déjà à la base. Et donc, c'est aussi s'inspirer de leurs besoins en termes d'accès à la terre, surtout de contrôle à la terre, pour appuyer le travail de plaidoyer et pour les appuyer dans les communautés. Et de ce point de vue-là, il est vraiment important de dire que, parce que c'est très compliqué en ce qui a trait à des changements qualitatifs, de dire, OK, j'ai vu que ça s'est vraiment modifié. Ce qu'on a vu, par contre, c'est un discours qui supportait le fait que les femmes aient accès à ces terres-là, qui supportait le fait que les femmes contrôlent ces terres. Et il est important, en fait, de relever que lorsqu'on était dans ces activités de sensibilisation, qui, encore une fois, qu'on a faites avec les femmes elles-mêmes, parce qu'elles sont les premières concernées par les situations, quand on était en train de faire ces activités-là, il y avait toujours quelqu'un, un chef de village, un maire, adjoint au maire, pour dire, mais il n'y a personne qui a refusé une terre aux femmes. Et donc, les inégalités systémiques peuvent être telles que on ne demanderait pas la chose, on ne demande pas la formalisation, sauf qu'après, lorsque les femmes s'entendent les unes et les autres raconter leurs expériences, des moments où elles ont perdu une terre, parce que justement, c'est ça, la littérature le montre, hein, lorsque la terre est valorisée, la personne propriétaire de cette terre-là, régulièrement des hommes, va la récupérer et donc on avait des histoires comme des femmes qui disent on a mis notre puits, c'était le GIE, quelqu'un nous a prêté la terre et une fois qu'on a mis le puits, la personne a dit bon mais j'ai besoin de mon champ. Et donc en fait c'est ça, mais à côté quand on a fait vraiment l'activité, il y avait des hommes qui ont pris la parole donc pour s'engager directement auprès du projet, auprès des femmes du village pour dire non, mais nous, on est là et puis on va soutenir à partir de maintenant, etc. L'incitatif que le projet avait, c'était de dire, bon, ben nous, on veut accompagner les femmes de telle zone parce qu'elles sont effectivement actrices et elles n'attendent pas pour les réponses. On veut les accompagner, mais pour les accompagner, il faut qu'elles aient un accès durable à une terre via un GIE, donc qui est le groupement d'intérêt économique, etc. Et donc, oui, l'inclusion des hommes. Et l'inclusion des hommes, je pense que c'est quelque chose de très intelligent que le SOCI a essayé de faire parce que quand on arrive dans nos pays, les femmes travaillent avec les hommes. Donc, le fait de dire on veut inclure les hommes
parce que justement, on veut résoudre les problèmes d'inégalité avec les hommes aussi, c'est important parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc oui, c'est aussi ça, s'adapter à un contexte, en fait, parce que de toute façon, les projets qui ne s'adaptent pas vont mourir et il n'y aura aucune pérennisation. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup pour cette question, Laïti. Charlie, est-ce que tu voulais tu avais un commentaire? Oui, je pense justement sur cette idée de s'adapter au contexte et des projets, du projet que Aïssatou avait mentionné tout à l'heure, que vraiment c'est dans cette direction qu'est allée la Grande Muraille Verte. C'est vraiment dans de voir ça, pas comme un gros projet, mais plutôt un mosaïque de différents projets à l'échelle très locale, où justement il y a ces conversations et cet engagement de la communauté, dont une partie très importante est le rôle des femmes. Et on a pu voir vraiment l'impact que cette approche a pu avoir. Donc, plutôt qu'un gros projet à l'échelle macro, une combinaison de petits projets qui vraiment nous a beaucoup touchés. Et donc, je voulais juste dire que oui, c'est vraiment très, très inspirant de voir ce type de projet. Ben, justement, en parlant d'impact, dis-moi, Charlie, toi, en tant que réalisatrice, en tant que Oui. productrice, quel impact tu espérais humblement avoir avec ce film? Et je poserai la question aussi à Aïssatou et à Laïti, quel impact tu aimerais avoir? Et toi, déjà, qu'est-ce que tu espérais avoir? Est-ce que ça a dépassé même tes attentes ou bien est-ce que tu penses qu'il faudra en faire plus? Je pense qu'avec ce film, on a voulu vraiment connecter les différents thèmes pour vraiment élargir le sujet de développement durable et de changement climatique. Et donc, de voir ça pas seulement comme étant hyper spécialiste, mais de voir ça comme touchant au conflit, évidemment, et aux femmes, aux enfants, mais aussi ce concept de l'espoir et de l'amour-propre, quelque part, et ce que peut avoir cet impact ouais, enfin, Ina a beaucoup parlé du rêve africain. Donc, on parle de ce rêve américain qui attire des personnes de partout dans le monde. Alors, quel est ce rêve africain qui va attirer tout le monde vers un endroit du monde où les enjeux sont particulièrement intensifiés? L'impact du changement climatique est très, très ressenti. Et du coup, il faut vraiment avoir cette idée d'espoir. Et surtout, en ce qui concerne la jeunesse, on dit que le continent africain est où il va y avoir la plus grande croissance de jeunes dans le monde. Et si ces jeunes n'ont pas, enfin, il faut vraiment avoir une jeunesse qui a envie de s'investir dans ces enjeux de changement climatique. Si on a, je sais, c'est difficile de qualifier si on a réussi ou pas, mais en tout cas, on voulait élargir la conversation un petit peu et bon, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant pendant ce webinaire. Donc peut-être que c'est un mini succès. Effectivement, effectivement. Alors, tu as parlé de rêves africains. Alors, je vais poser la question Ouais. à Aïssatou et Laïti qui sont sur le terrain, qui sont auprès des communautés, sur des projets bien précis. Alors, ce serait quoi dans le cadre de votre engagement avec le souci, ce serait quoi votre rêve africain et c'est quoi l'impact que vous aimeriez voir se concrétiser à moyen et à long terme? Alors, juste, ça peut répondre aussi à la question en même temps. J'ai levé la main, je vais juste la baisser. C'était pour rebondir sur l'avant-dernière intervention de Charlie par rapport à la muraille elle-même. Il faut savoir que la muraille, le projet de la muraille, c'est un processus de gestion de développement local. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des choix de plantes qui sont faits exprès afin de pouvoir... en fait, on choisit des plantes en fonction des connaissances qu'en ont les populations. Donc, des plantes comme l'acacia, qui produit de la gomme arabique, qui permet de répondre à des besoins, c'est-à-dire d'utilisation tout de suite et de commercialisation. Donc, c'est fait exprès, en fait. La muraille verte, c'est non seulement le reboisement de Dakar à Djibouti, mais c'est également un processus de développement local. Donc, je voulais juste insister sur ça.
Excellent. Et je voulais revenir sur le fait que ce projet-là, à mon avis, il doit être embrassé par le monde entier, par tous les pays du monde, parce que c'est une solution en fait à un défi du 21e siècle, l'avancée du désert. Et c'est un des plus grands déserts qu'on connaît dans le monde. Donc moi, je m'attends à ce que des initiatives continuent dans ce sens, qu'il y ait des échanges universitaires, des étudiants qui viennent dans cette zone-là, aider les populations locales, etc. Et que tout le monde s'approprie ce projet-là parce que c'est vraiment une solution à un problème majeur d'impact de changement climatique qu'on connaît au XXIe siècle. Super, super. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, tu soulignes l'importance justement que tout le monde soit conscient et tout le monde s'approprie la problématique et apporte sa contribution. Mais avec les exemples que vous nous montrez, que vous nous donnez, vous montrez que sur le terrain, les gens n'attendent pas. Notamment les groupes de femmes n'attendent pas et qu'elles sont actives et qu'elles se mobilisent. Donc, c'est vraiment très, très, très inspirant. Alors, écoute, Tahiti, je vais te poser la même question que j'ai posée à Charlie. Toi, dans le cadre de ton engagement sur le terrain, notamment avec le ceci, c'est quoi l'impact que tu aimerais voir se réaliser à court et à moyen terme? Et ce serait quoi ton rêve africain dont Charlie parlait? En fait, mais déjà, félicitations à Charlie pour ce beau film, en fait, à toute l'équipe. Je pense qu'il a été projeté à Dakar cette semaine. Je n'ai pas pu le voir, en fait, au Festival Femmes, Film Femmes Afrique, quelque chose comme ça. Et en fait, le rappel, je pense, derrière, c'était de dire que le changement climatique, c'est un enjeu qui touche les femmes prioritairement, les femmes pauvres, les femmes loin des grands centres, les femmes qui dépendent de l'agriculture pour vivre. Et d'ailleurs, j'ai une question, je la mets en parenthèse. Dédie nous avait donné l'autorisation de poser plein de questions. C'est que, en fait, le film aborde à un moment donné, on aborde la question de la migration, beaucoup en fait. On a beaucoup abordé la question de la migration et elle a été mise en lien, bien entendu, à l'absence de ressources, etc., ce qui est un point vraiment important. Mais je pense qu'il y a ce qu'on n'a pas dit, mais peut-être que ça s'est dit ailleurs et que je n'ai pas vu, c'est vraiment cette question de l'exode rural. En fait, donc l'immigration ne sort pas nécessairement du pays ou même du continent. Ça va être quelque chose où les gens vont quitter les villages pour aller dans les plus grandes villes. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a un impact, ça dévitalise les villages, ça fait qu'il n'y a plus personne pour cultiver. On le remarque déjà au Sénégal, quand on va dans certains villages, on voit qu'il y a moins de main-d'œuvre dans le village. Donc, ça veut dire qu'il y a des villages qui sont obligés d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs, dans d'autres villages voisins, et rémunérer ça. Ce qui enlève le côté très, très organique, très organisé de tout ça. Alors, cela dit, alors c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est celui de Sankara et qui est très bien représenté dans le film. Donc, dans son We must dare to invent the future. Donc, penser à inventer notre futur, nos futurs, j'ai envie de dire. Et je dirais travailler dans l'humilité aussi, parce que il est très, très difficile de s'imaginer des grands changements que les gens ne sont pas en train de réaliser eux-mêmes. Donc, clairement que nous, on est juste là pour accompagner. Et donc, de ce point de vue, pour moi, c'est difficile d'avoir un résultat très, très radical. Je pense que si je peux servir à quelque effort que ce soit, donc j'essaie de me rendre disponible et c'est plus ça mon rêve, me rendre le plus disponible pour soutenir les femmes et les hommes qui en ont besoin. Voilà. Excellent, excellent, merci beaucoup. Alors, je vois quelques... N'hésitez pas, Charlie, Aïssatou, si vous voulez intervenir encore. On a quelques questions du public. On a une question de Véronique Stellan-Dion qui demande, justement, on a beaucoup parlé de l'impact sur les femmes en milieu rural, mais la question, c'est comment les femmes, justement, en milieu urbain, vivent ces changements climatiques? Est-ce qu'elles ont des stratégies qui sont mises en place par ces femmes pour y faire face? Parce qu'en milieu urbain, on se rend compte aussi qu'il y a des situations comme ça plus difficiles en lien avec le changement climatique aussi en milieu urbain. Je ne sais pas, Aïssatou. Ou Laïti, est-ce que quand vous observez sur le terrain, on a une autre question aussi de Claire Réaume qui demande en fait de manière générale quelles sont les plus grandes difficultés
dans les projets d'autonomisation des femmes? Je vois c'est problématique, c'est problématique. On a parlé de l'accès à la terre, on a parlé de tout ça. C'est quoi les grandes difficultés auxquelles elles font face? Alors, moi, je dis que ça dépend vraiment du contexte socio-économique dans lequel se trouvent ces femmes. Par exemple, en ville, je prends l'exemple du Sénégal, à Dakar, par exemple, les femmes sont très impactées par les effets du changement climatique qui prennent souvent la forme de catastrophes naturelles comme les inondations. Donc, pendant les périodes d'hivernage, elles sont le plus souvent appelées à fuir leurs habitats et font souvent face à des risques d'être agressées physiquement, de subir des violences sexuelles, parce qu'elles sont obligées de quitter ces zones inondées-là pour aller habiter dans d'autres zones viables. Voilà, donc moi je me dis que pendant ces périodes d'inondation, elles sont privées de foyer, elles n'ont pas d'espace ressources où être en sécurité, elles migrent vers d'autres zones viables et cela entraîne souvent une déscolarisation des enfants et l'arrêt de leur activité économique. Et dans ces cas-là, les effets sont que les filles sont les premières à abandonner l'école afin d'aider les familles à gagner de l'argent. Et donc, il est crucial en fait de mettre les femmes en avant de la lutte contre les changements climatiques. Et ça, je l'ai dit au début, les impacts, c'est pas juste dans les zones rurales, c'est partout sur le globe. Peu importe si on est en ville, qu'on vive dans un village, qu'on vive n'importe où, on ressent les effets du changement. Laïti, tu voulais commenter aussi? Oui, et puis en fait, rapidement, hein, je pense que un des effets très, très observables dans les rues de Dakar, c'est aussi les femmes travailleuses de maison, justement. En fait, c'est pas nécessairement initialement des personnes travailleuses de maison, c'est des personnes qui viennent des fois des villages à des périodes de sécheresse ou de grande sécheresse, je ne sais pas, qui viennent chercher du travail pendant la période, quand c'est pas l'hivernage, la période sèche, voilà. Et donc voilà, mais à côté de ça, juste une parenthèse aussi et un clin d'œil au film, Dakar est rempli de familles du nord du Mali et qui sont dans la rue, en fait. Et donc, nous ne pouvons pas faire comme si on était tout seul, justement, sur la planète. Donc, ce qui affecte le Mali va affecter le Sénégal, va affecter la Guinée. De la même manière, là, tout le monde est en train de paniquer parce que, justement, ce qui affecte l'Ukraine va affecter aussi nos pays, même sur le plan alimentaire, parce qu'on n'a pas d'autonomie par rapport à ça, de ce point de vue-là. Alors, il y avait une question sur l'autonomie des femmes, l'autonomisation des femmes et puis les difficultés. Je peux dire rapidement, hein, la question de la pauvreté peut constituer une difficulté parce que si on part du postulat que l'argent des femmes revient dans les familles, hein, c'est connu, les études le montrent, l'argent des femmes va servir à scolariser les enfants, à les maintenir à l'école. Si l'État ne prend pas ses responsabilités et ne répond pas adéquatement aux besoins des familles vulnérabilisées, ça veut dire que c'est les femmes qui vont être encore obligées de remettre le petit fonds. Restons sur le commerce, par exemple, la vente de, mettons, des fruits, tout ça, pour les gens qui sont dans toujours cette filière alimentaire-là. Ça va être que les femmes vont prendre leur petit fonds de commerce pour scolariser un enfant, pour soigner, etc. Parce qu'il n'y a pas de services sociaux adéquats, il n'y a pas de réponse, justement. Et donc, s'il n'y a pas de filet, c'est très difficile d'individualiser un problème qui est structurel. Et donc, on a l'impression parfois qu'on va mettre des patchs, comment on appelle ça, des band-aids sur des bobos, alors qu'il y a un travail de plaidoyer constant sur la prise de responsabilité des États pour accompagner les familles les plus vulnérables. Effectivement. Bon, on a eu plusieurs questions, donc là on arrive à la fin, mais on avait pas mal de questions du public, on vous en remercie beaucoup. Alors, juste pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des différents projets, initiatives sur lesquels vous travaillez?
comment, comment les gens qui sont à l'international, et je m'adresse à nos amis qui sont dans le réseau de ceci, les gens qui sont dans le réseau de Vue d'Afrique, et je m'adresse aussi à la diaspora, à la diaspora. Et quand je dis la diaspora, je parle de la diaspora de manière générale, parce que bien trop souvent, lorsqu'on est dans la diaspora, on a tendance à s'impliquer que pour son pays d'origine, alors qu'il faudrait avoir, comme tu parlais, une approche un peu plus panafricaniste et se dire que ce qui se passe au Sénégal, que je sois, même si je suis un niaque d'Afrique centrale, je peux vouloir m'impliquer. Donc, ben, voilà, vous pourriez nous en parler un petit peu de quelle manière quelqu'un à distance peut s'engager, soit en restant dans la diaspora, soit sur le terrain. Charlie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des projets sur lesquels tu travailles? On nous demande comment on peut accéder au film. De Oui, quelle manière? Ouais. je sais pas. En fait, la réponse dépend de où vous êtes dans le monde, parce que je pense qu'il y a encore il fait encore une tournée de festival dans quelques pays. Donc, la meilleure chose serait d'aller sur le site The Great Green Wall, qui justement où il y a un lien pour voir le film, qui va montrer où le film il va être projeté et pour aussi contacter l'équipe pour voir si vous pouvez organiser une projection, mais également demander euh, où il sera projeté en ligne aussi. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parfait, parfait, parfait. Alors oui, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets sur lesquels tu travailles et puis, Oui, enfin, donc, pour la première chose, enfin, comment avoir un impact ou oui, quel projet? Parce que bon, ah, je travaille actuellement sur un projet qui est plutôt lié à l'Europe et donc la criminalisation de l'aide humanitaire en ce moment parce que l'Europe, il y a une politique pour essayer de fermer les frontières de l'Europe, donc à la migration de réfugiés notamment, et donc où les volontaires pour les ONG sont criminalisés pour l'assistance à des réfugiés à la frontière. Et donc, c'est le projet que je fais actuellement. Ce que je dirais plus largement sur comment avoir le plus d'impact, c'est oui, pour moi, en général, les films que je fais donc, ont un côté justice sociale ou un côté, et pour moi, personnellement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est cette collaboration qu'on a maintenant dans cette conversation aussi entre intervenants sur le terrain qui font du travail très spécialisé et les personnes qui racontent des histoires ou qui ont des approches euh, peut-être créative, je sais, enfin, tout est créatif, donc je ne sais pas trop comment différencier, mais moi, je raconte des histoires où s'il y a peut-être des fashion designers ou des musiciens dans le cas de Great Green Wall. Donc, trouver des manières d'inspirer justement un public plus large qui peut s'engager un peu différemment dans les mêmes thèmes. Euh, Personnellement, je trouve que c'est ce qui marche le mieux, mais c'est surtout parce que je sais ce que je fais. Donc, voilà. excellent, excellent, excellent. Ouais. Un mot de la fin, Sato et Laïti? La primeur. Tu me laisses la primeur sur le mot de la fin. Alors, donc la question, c'était plus comment les gens peuvent soutenir. Oui, absolument. Bah, je pense en soutenant le ceci directement et les autres organisations qui interviennent, en peut-être donnant du temps. Je crois qu'il y a moyen de donner du temps, même en ligne, de façon virtuelle, peut-être en visibilisant aussi le travail que les personnes concernées font déjà directement, en essayant de ne pas dépeindre, même si c'est dans des espaces privés, de ne pas dépeindre comment dire, des visages misérabilistes, parce que ce n'est pas le cas. Les gens sont dans l'action, elles ont les réponses pour leur vécu, leur situation, etc. Donc, on invite à beaucoup d'humilité et oui, du soutien, comment dire, intellectuel, physique. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, Laïti. Et pour moi, j'invite le public canadien à faire du volontariat. Le contexte que nous vivons du Covid n'empêche pas
de pouvoir apporter ses compétences. Donc, comme Lady l'a dit, que ce soit en ligne, on peut toujours appuyer parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on a remarqué, nous, ici, nos partenaires ont beaucoup besoin d'appui en tout ce qui concerne les questions environnementales et de changement climatique. Donc, je les invite fortement à postuler et à venir partager leurs compétences et leurs savoir-faire, surtout dans ce domaine-là. Oui, et même chose pour EFH, hein, il y a moins de soutien en tout ce qui est égalité femmes-hommes. D'accord. Voilà. Excellent. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va vous mettre le lien du site de Great Green Wall pour que vous puissiez voir un petit peu la programmation. Sur le site du CECI, vous pourrez voir aussi les actions qui sont menées sur le terrain, notamment au Sénégal. Donc, merci beaucoup pour cette discussion qui était spécifique au UNAR, donc le Journal international de la femme. Donc, c'est une belle collaboration entre le CECI et le Vue d'Afrique. Petit rappel, le Festival Vue d'Afrique cette année aura lieu du 26 au 31 mars en ligne et du 1er et 10 avril en salle, enfin, de retour à Montréal. Ça faisait très longtemps, donc merci beaucoup pour cette activité qui a été rendue possible. Donc, c'est une activité qui est réalisée dans le cadre des activités d'engagement du public du programme de coopération de volontaires du CECI et qui bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'affaires mondiales du Canada. Merci à toute l'équipe derrière. Merci à Alex, notre traducteur pour les personnes anglophones. Merci à Tariq, merci à Mouli, merci à Anna, merci à toute l'équipe. On vous donne rendez-vous donc sur le site du CECI, sur le site de vuedafrique.org, sur le site de Great Green Wall. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles belles discussions. À bientôt.